Bon, merci beaucoup d'être venu à cette soirée consacrée à l'œuvre de Maria Klunaris et Katerina Tomadaki. Donc, évidemment, Katerina Tomadaki est ici avec nous ce soir. Donc voilà, ce sont deux artistes reconnus pour leur travail de cinéma expérimental, leurs expositions, leurs films et performances ont été montrées dans beaucoup d'endroits différents. Surtout, elles ont eu une rétrospective au Jeu de Paume il y a quelques années. Donc voilà, je vais commencer tout simplement en posant quelques questions à Katerina qui va nous répondre. Donc premièrement, je voulais savoir en fait comment vous vous êtes rencontrés, enfin vous et Maria, et comment vous avez commencé à travailler ensemble. Alors, on s'est rencontrés très jeunes, on était dans le même lycée, mais pas dans la même classe. Et quand moi j'ai fait une représentation, j'ai monté un spectacle de théâtre qui était en réalité un montage de deux pièces, des Mouches de Sartre et des Lectres de Giraudoux. J'avais 16 ans à l'époque. Et donc j'ai fait cette représentation qui était formellement très étrange, très loin de ce que on voyait sur les scènes, en tout cas en Grèce. Et Maria donc a assisté à cette représentation et pour elle ça a été un choc. Je jouais aussi le rôle d'Électre de Sartre. Et c'est comme ça que ça a commencé par Maria. C'est Maria d'abord à qui s'est révélé, disons, ce lien qu'on allait ensuite découvrir. Ensuite, c'était moi, quand j'ai vu le dessin de Maria. Et quand j'ai vu le dessin de Maria, c'était aussi un immense choc émotionnel pour moi. C'est à partir de là que le lien s'est établi. Et puis ça a duré pour la vie. Alors, très vite après, on a commencé à travailler ensemble. Et on a travaillé, on a créé un groupe de théâtre qui était initialement un groupe de femmes. 4 femmes, on était, c'était pour les bonnes de Genève. Donc il y avait Denis Dimolica, que tu connais, et Olympia Karagorga, qui était une poétesse. Ce n'étaient pas des actrices professionnelles, parce que nous, on travaillait complètement en dehors du système. Complètement et délibérément en dehors du système théâtral constitué, disons. Et Maria et moi, donc on a créé ce groupe. Maria en tant que scénographe, elle faisait la scénographie et les costumes, mais pas seulement, elle faisait aussi des éclairages, enfin elle s'occupait de tout l'aspect visuel. Et moi, je faisais la mise en scène, je faisais la traduction des pièces, l'adaptation des pièces, et je jouais des rôles principaux. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, tout a suivi. Et nous sommes venus ensemble à Paris en 75. Voilà. Et donc, comment ça s'est fait que vous avez commencé qu'est-ce qui vous a amené vers le cinéma, en fait, de faire des films? Faire du cinéma. Alors, parallèlement au théâtre, on était cinéphiles déjà, il faut dire. Hein, donc, le cinéma nous intéressait énormément, on suivait beaucoup de choses. Et on était assez quand même à jour de tout ce qui se passait à travers la cinémathèque grecque et puis les films de l'époque, des années 60, qui arrivaient avec les grands réalisateurs de l'époque. Et donc le cinéma, c'était quelque chose qui nous passionnait, mais dans le cinéma plus ou moins mainstream, en tout cas narratif, qui passe par la production, etc., il n'y avait pas, ça ne nous motivait pas pour faire nous-mêmes du cinéma, du tout. Et la motivation est venue quand on a découvert en Grèce le cinéma expérimental américain, le cinéma underground, parce qu'il y avait une grande rétrospective, c'était pendant la dictature. Et là, on a vu qu'on pouvait vraiment, toute seule, et sans passer par ce système avec lequel on ne pouvait rien avoir à faire, voilà, faire des films exactement comme on voulait les faire. De là vient le désir du cinéma.
Après, on commence à faire des premiers films. On acquiert une caméra Super 8 à Athènes qui nous garantissait donc cette liberté-là. Et on commence à faire des films. Voilà. Mais les films en Grèce, ça reste toujours parallèle au théâtre et aux formes de dépassement de théâtre qu'on a déjà commencé à explorer en Grèce, à Athènes. Voilà, c'est comme ça qu'est venu le cinéma. Maintenant, pourquoi le cinéma est devenu très important à Paris, ça c'est une autre question. C'est une autre question, oui. Parce qu'en fait, avec le premier film qu'on fait à Paris, film Super 8, on a déjà fait un parcours, on a déjà acquis une sorte de, à peu près un langage. Et en arrivant ici, on est fasciné par le mouvement de l'art corporel, parce qu'en Grèce déjà, dans ce que nous avions fait, nous avions travaillé sur la mise à l'épreuve du corps, mais sans connaître l'art corporel. Donc on découvre ce mouvement à Paris, pour nous c'est vraiment quelque chose d'assez, de très important. Et puis on adore les artistes, on les fréquente. D'ailleurs, on fait des choses ensemble avec Michel Journiac et avec Gina Pan. Moi, j'ai participé à une performance de Michel Journiac. Et Maria a fait sa maîtrise sur Gina Pan. Elle a aussi fait une sorte de test d'action qui était filmé en vidéo avec Gina Pan. Mais c'est quelque chose qui n'a pas apparu, au moins à notre connaissance, qui n'a pas apparu publiquement. Donc on ne sait pas où se trouve cette vidéo. Bon, bref, c'était des personnes qui nous ont assez impressionnés. Et quand on fait Double Labyrinthe, on répond aussi. Il y a aussi une sorte de réponse critique à leur travail. Parce que ce n'est pas parce que leur travail nous emballait tellement qu'on n'avait pas aussi une attitude critique, des attitudes critiques sur plusieurs choses. Et une réponse critique qu'on leur apporte, entre autres, hein, ce n'était pas destiné à eux, mais c'est le double auteur femme. C'est le fait que nous filmons en alternance, on se filme l'une l'autre, et on introduit un double auteur, qui veut dire qu'il n'y a plus de hiérarchie, que l'artiste il n'y a pas le couple artiste et photographe qui existait chez eux, ou vidéaste qui allait simplement filmer quelque chose pour garder une trace, parce qu'ils travaillaient sur le principe du constat. Mais ça serait un autre médium, ça aussi c'était une réponse, c'est-à-dire ça serait le film, et nos performances, nous, on ne les faisait pas en public, on les faisait pour être filmés, et on les destinait à un regard précis, le regard de l'une et de l'autre. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, tout à fait. Et donc en fait, au début des années 80, donc Aline Dallier, qui était vraiment le seul critique d'art à Paris dans les années 70 et 80, donc elle vous a invité, toi et Maria, de présenter votre travail dans le cadre de son cours sur les artistes femmes. Et donc justement, Aline disait qu'elle voyait dans vos œuvres une confirmation de la célébration du corps qui toutefois ne se contente plus d'être montré et vu, mais qui reprend peu à peu ses droits de jouissance. Donc Maria et toi, vous disiez à l'époque que vous travailliez sur le concept de féminité radicale. Et en 1977, vous avez écrit un manifeste, donc manifeste pour une féminité radicale, pour le cinéma autre. Donc est-ce que tu peux en parler un petit peu ou lire quelques extraits de... Oui, du manifeste, oui, tout à fait. Oui, c'est peut-être ce qu'il faut faire, je lis directement comme ça. Je pense que je ne peux pas mieux le dire que ce qu'on a écrit à cette époque. Donc, on avait déjà écrit un premier manifeste, ensuite il y en a eu d'autres. Donc le manifeste est une formule importante dans notre travail et qu'on a pas mal développé dans les années. Mais ça, c'était le deuxième manifeste qu'on publiait. Et je vais vous lire, il est en 3 petits chapitres, je vais peut-être vous en lire 2.
Alors, c'est le deuxième, vision d'une féminité radicale. Une féminité radicale ne peut que rompre, casser, briser, déchirer tout ce qui pèse sur elle et la contraint. Ne peut qu'inventer, éclater, arrachant ses inventions au plus profond, au plus sombre de ses entrailles, donnant naissance à son identité. Une féminité radicale ne peut qu'être une harmonie entre les traits dits féminins et les traits dits masculins. Une symbiose d'énergie femelle, entre guillemets, et mâle, entre guillemets. Ne peut qu'être un équilibre entre le sexe physiologique et le sexe mental, subjectif. Ne peut que réunir des pulsions contradictoires mais complémentaires. Une féminité radicale ne peut qu'être un tout, ni fragment, ni manque, ni insuffisance. Une yogini manifestant une énergie serpentine de sa vulve. 3, ce dernier petit chapitre. Passion de la création radicale. Ce cinéma autre. Insoumission, indépendance, rupture, autonomie. Déchirer la dépendance économique du cinéma à grande salle, à grand budget, à grande consommation, à grands moyens, à grande dépendance. Déchirer les images illustratives prisonnières des fables sociales vendues par le cinéma capitaliste. Briser l'académisme du regard entretenu par l'industrie de l'image. Briser les notions préfabriquées de réel, tout ça c'est entre guillemets, de naturel, de normal, d'objectif, de compréhensible, alibi d'une société qui produit des névroses propagées par les masses médias. Briser le cloisonnement des spécialités. Briser les hiérarchies et les rôles. Briser le miroir de la femme fabriquée, l'actrice passive, celle qui obéit, celle qui se laisse faire, celle qui médiatise pour l'orgasme d'un étranger. Casser vitres et miroirs. Je sors. Une féminité radicale ne peut s'épanouir que dans une création radicale. Je fabrique mes propres images. J'invente ma vision, ni naturelle, entre guillemets, ni normale, ni objective, mais réelle, puisqu'elle surgit du désir, et compréhensible si l'on oublie ce que les institutions nous ont enseigné à comprendre. Je libère mon introspection. J'expose mes racines et mes douleurs. Enfance, désir, révolte, oppression, torture, vieillesse, mort. J'expose mes couleurs archétypiques et sociales. Le rouge, le noir, le blanc, le rose, l'or, l'argent. Je mets en scène mes structures mentales, mes géométries. Mon image corporelle s'inscrit sur la pellicule. Je m'ouvre à vous par mon corps sentant et sensible, mon corps de femme sujet. Je vous livre les rituels de mon identité. Hémorragie d'identité, non médiatisée par quelqu'un d'autre, mais assumée par moi-même, devant vous. Je vous regarde, je vous interroge, j'accouche d'un film autre. Voilà. Et est-ce que c'est la recherche de mise en image de cette féminité radicale qui vous a conduit à vos pratiques du cinéma élargi? Est-ce que comment Ouais, du cinéma élargi, non, je ne dirais pas, parce que la motivation pour le cinéma élargi venait d'autre chose. On va en parler. Et sinon, il faut dire que chez nous, les concepts naissent dans l'image et par l'image. Bon, après, nous écrivons, nous théorisons. Ensuite, va se former le concept par le mot. Mais l'image vient d'abord. Et donc, c'est après ça qu'on se met à écrire. C'est toujours ça, c'est pas le contraire. On n'a jamais illustré des concepts par nos images. c'est intuitif et émotionnel?
Enfin, Oui, oui, c'est d'ailleurs, c'est un mélange très étrange chez nous, parce que c'est à la fois très spontané, quelque chose qui sort comme ça, et en même temps, c'est très structuré. C'est-à-dire, ça sort structuré, déjà. Donc, et après, évidemment, il y a toujours un travail de structuration. Et puis, quand on est très intéressé par le public, c'est-à-dire on veut que on ne peut pas travailler sans le souci du public. Pas qu'on va faire des choses que le public attendrait à voir et comprendrait et tout ça, non. On fait les choses telles qu'on veut les faire, mais ensuite on crée des ponts avec le mot, avec la parole, avec l'échange, le dialogue et la théorie. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le système. Alors, mais tu as parlé de cinéma élargi, donc peut-être ça nous fait arriver à l'enfant qui a pissé des paillettes. Oui, tout à fait. Est-ce que tu vas nous montrer des images tout de suite? Je vais d'abord en parler un peu. D'accord. Okay. Et ensuite on va voir les images. Alors, à vos souhaits. Alors, l'enfant qui a pissé des paillettes, nous l'avons fait donc juste après Double Labyrinthe. C'est-à-dire c'était en 76 Double Labyrinthe, 77 l'enfant qui a pissé des paillettes. Et nous, on fait aussi une autre chose. Avec chaque prochaine œuvre, on répond aussi à la précédente. C'est-à-dire, chaque nouvelle œuvre naît d'une certaine façon de la précédente. Pourquoi, après un film qui était un film sur pellicule, A à Z, qui était Double Labyrinthe, pourquoi ensuite vouloir ouvrir l'écran et ajouter la photographie, les diapositives notamment, la photographie projetée? Alors, beaucoup de choses. Déjà, c'était la question du live qui nous a toujours intéressés. C'est-à-dire, on aimait beaucoup créer des situations parmi le public, faire donc cette performance de projection parmi le public. C'était très important parce que ça venait du théâtre déjà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais abandonné, enfin cet amour du spectacle vivant en quelque sorte, mais chez nous c'est pas un spectacle dans le sens théâtral. Ce qu'on faisait était toujours très difficile, c'était une performance qui était aussi une performance technique et c'est parfois extrêmement compliqué. Et on aimerait exposer cette tension dans laquelle on se trouvait au public et mettre le public en tension parce qu'il se passait quelque chose là avec notre présence dans la salle. On était présente dans la salle. Et donc, on a dit, voilà, on va faire une performance, on va dire des textes par micro sur les images, et on va ajouter surtout la photographie. Ça, c'était très important. Pourquoi les diapos? Eh bien, tout simplement parce que jusque-là, on travaillait en Super 8, donc le Super 8 c'était quand même un format qui, en salle de projection, donnait une image relativement petite, relativement limitée. Et nous, on aimait une image immersive. On cherchait à créer une image immersive, comme ça, dans laquelle on rentre vraiment, qui entoure. Et on a pensé aux diapositives parce que la diapositive, c'est une pellicule 24-36 qu'on a utilisée. Ça veut dire que c'est le double du 35 mm. Donc, ça a une définition supérieure au 35 mm. Ce qui nous permettait de faire une grande projection. Et donc, on a conçu aussi une sorte de succession d'images, parce qu'on n'était pas du tout dans la logique, disons, du expanded cinema, par exemple de Stan Van Der Beek, qui travaillait avec un envoi de plusieurs sortes d'informations, comme ça, qui bombardaient en quelque sorte le public. Nous, on a construit des séquences, c'est-à-dire l'œuvre a été construite avec des séquences de diapositives, plusieurs diapositives, mais qui se succédaient un peu comme un déroulement cinématographique primitif, d'accord? Parce que le cinéma, quand même, à son origine, a commencé par l'image fixe, d'accord? Bon,
Donc, c'était cette succession d'images, beaucoup d'images. C'était une séquence de 150 diapositives, disons. Ensuite, il y avait une partie filmique, un film. On gardait la différence des formats dans cette projection, c'est-à-dire le sujet était plus petit. Et après, on aimait cette ouverture et puis quelque chose, cette sorte de vague, enfin, qui se crée entre les formats. Et ainsi de suite. Donc là, quelque part ici, si on a de la chance, il doit y avoir les schémas de la... Voilà. Alors je ne sais pas ce que vous pouvez voir, mais c'est pas très grand. Ça c'est le schéma de la projection, qui avait une structure. Ça c'est le film, ensuite il y a des diapositives, ensuite il y avait de nouveau une petite surimpression, et le film, et puis à nouveau les diapositives et le film. Donc vous voyez, ça se succédait. Ça se succédait. Et là-dedans, entre les deux facteurs importants du live, les textes, que nous disions par micro, soit dans l'obscurité, soit sur les images, et un son répétitif qui était le son d'un métronome, et qui passait par micro. Donc les diapositives, on les passait avec un son de métronome. Pour les personnes qui étaient présentes récemment, là, elles ont entendu ce métronome. Et qui était régulier et qui vraiment assez imposant. Ça passait par micro. Et donc ça créait une sorte de tension dans le public, parce que c'était un son répétitif et inéchappable, d'accord? Donc on était là avec ces images qui se succédaient, hein, au rythme du métronome. D'ailleurs c'est intéressant parce que on a commencé à intégrer le son, les premiers sons qu'on a intégrés dans le film dans les années 70, c'était des sons minimaux. Il y a eu d'abord le métronome, qu'on avait déjà utilisé d'ailleurs dans le théâtre en vrai. Et ensuite, il y a eu un battement cardiaque. Ça, c'était pour Soma. Donc, et après, on a évolué vers des formes élaborées de composition sonore. Et nous avons ici une violoncelliste qui a beaucoup travaillé avec nous dans nos bandes son plus élaborées, les performances. Donc, voilà, c'était, vous voyez, il y a quelque chose de symétrique dans la structure, dans cette structure. En tout cas, cette architecture était la colonne vertébrale, enfin, de l'œuvre. Et dans cette architecture-là, il y avait évidemment le corps, parce que l'enfant qui aime des paillettes, je vous dis un peu comment ça a commencé. D'abord, c'était un projet de Maria. C'est un projet qui est venu de Maria, ensuite on l'a développé les deux ensemble. Mais c'est venu de Maria parce que Maria avait un rapport privilégié à l'enfance, à son enfance, qui était une enfance égyptienne, et qui a été interrompue, et c'était un traumatisme jamais guéri, disons, ce départ d'Alexandrie, où elle avait vécu son enfance. Et donc elle a gardé un lien tellement fort, c'est comme si quelque chose s'était figé là, cette enfance-là était toujours là, et pas, enfin l'enfance tout court, était toujours là pour elle, de façon très forte. Ça c'était un élément. Et l'autre c'était son rapport aux objets, qui était aussi quelque chose de très fort avec Maria, parce qu'elle rencontrait les objets avec une intensité extraordinaire. Et quand on est venu à Paris, eh bien, elle a découvert une statuette d'une fillette, un buste. C'était tout de suite le coup de foudre. Donc, elle a acquis, elle a installé chez nous de façon rituelle. Et peu à peu, cette fillette a commencé à vivre avec nous. Elle est devenue, elle a transgressé l'état d'objet, elle est devenue l'enfant qui a pissé des paillettes. Donc c'est l'une des protagonistes de l'enfant qui a pissé des paillettes. J'ai une photo du film ici, parce que je ne vais pas vous montrer des diapos, mais j'ai une photo. Et une photo de diapositive, pardon. Voilà, donc il y a une première partie qui est consacrée à elle,
avec un grand nombre de diapositives où on la travestit. Il y a toute une série de travestissements avec des tissus, avec des bijoux, avec des paillettes, avec des fleurs artificielles, etc. Et les travestissements ont quelque chose de mortuaire. Donc il y a la question de la mort qui est quand même très présente parce que c'est comme une célébration avec l'affection qu'on peut adresser aux morts et en même temps avec, disons, toute une série de talismans qui composent sur elle, notamment des ex-voto, c'est-à-dire des petits objets métalliques de représentation du corps, et qui sont comme des talismans qui la protégeraient. Donc il y a une relation réelle qui se développe avec cet enfant qui est soi-disant absent, mais qui devient vraiment, qui vit devant nous, parce qu'il y a aussi un travail sur les dominantes chromatiques. On passe comme ça du rose au bleu, au mauve, etc. Comme ça, de façon très souple. Donc ça, c'est d'abord l'enfant. Dans la deuxième partie, c'est une performance que fait Maria avec l'enfant. Elle se met en relation, dans une relation extrêmement ambiguë, mère, fille, fillette, poupée, mais où il y a quand même beaucoup d'érotisme. D'ailleurs, on a titré cette partie Action inceste 1. Et puis, il y a la troisième partie où j'entre moi aussi en jeu, et Maria, on se photographie l'une l'autre, ou l'une sur l'autre, et en surimpression aussi avec les objets. Les images que vous avez là sont issues de cette partie. Il y a un ex-voto d'ailleurs là sur moi, et le même ex-voto sur Maria. On ne le voit pas beaucoup là, dans cette image. Mais c'est un torse. Voilà. Et là, on entre dans quelque chose de très sensuel et sexuel. D'ailleurs, il est question de sexualité dans cette pièce. Ça va assez loin, je veux dire, et à l'époque, ça avait fait un boom, d'ailleurs. Ça avait fait, mais l'enfant qui a fait des paillettes a aussi fait la une de Libération. L'enfant qui a fait des paillettes. Et puis, il y avait un entretien avec nous par Martí Storti. Martí Storti était la critique féministe de Libération à l'époque, qui était venue, elle avait vu le film, elle nous a interviewé, interview très intéressante d'ailleurs. Voilà, donc je pense, j'ai trop parlé, non? Bon, mais maintenant je vais vous montrer les images, mais il fallait que vous sachiez un peu, avoir un peu de contexte quand même, pour savoir qu'est-ce que c'est ce que vous allez voir là. Et donc j'ai fait juste une sélection d'un certain nombre d'images de la troisième partie, c'est-à-dire la partie où il y a Mariana. Ce n'est pas le montage du film, et ce sont les diapositives originales. Vous avez toi tu as déjà commencé à en parler un petit peu, mais quel est le rôle de chacune dans la construction, dans l'élaboration de ces images? Oui. Alors, eh bien, ça on ne le déclare pas. C'est-à-dire que quand on a décidé de nous constituer en double auteur, c'était tout un processus, parce qu'avant, évidemment, on avait des spécialités, des rôles, enfin, déclarés, mis dans les génériques. Et quand on a décidé de co-signer, on a créé une sorte de collectif à deux. C'est-à-dire que ce n'était plus important de déclarer les apports de l'une et de l'autre. De toute façon, ça a commencé à se mélanger beaucoup. C'est-à-dire des choses probablement que je faisais avant, qui étaient sous ma spécialité, Maria pouvait commencer à les faire, et des choses qui étaient sous sa spécialité, je pouvais commencer à les faire. Donc les frontières des spécialités sont rendues fluides.
Et donc, c'est des choses qui circulaient. Évidemment, il y avait des choses que Maria pouvait faire, que je ne pouvais pas faire, et vice-versa. Ça, c'est là. Mais on a décidé de ne pas déclarer parce que ça n'avait plus aucun sens. C'est-à-dire, même quand on écrivait des poèmes, par exemple, pour Incendie de l'Ange, hein, une partie des poèmes était écrite par Maria et une autre par moi. Mais vraiment, séparément, on a écrit nos poèmes et puis on les a mis ensemble. On n'a jamais déclaré qui a écrit quoi. Ça ne nous intéressait pas. Et c'était à la fois, on était toutes les deux, mais en même temps, on prenait toutes les deux toute la responsabilité de l'œuvre aussi, chacune seule. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc c'était une telle situation que il y avait des inséparabilités, que c'était plus nécessaire de distinguer les apports. Il y a des images où c'est toi qui es mise en scène et d'autres où c'est Maria. Oui, oui. Alors, est-ce que toi, tu as décidé, ben voilà, je vais me maquiller comme tel, je veux telle couleur, je veux telle matière, c'est toi qui Oui. décides comment tu veux Oui. faire l'image? Oui, oui, oui. Sur ce plan, c'est ça, on s'est appelé actante, parce qu'on n'était pas actrice, et c'est nous qui décidions notre image, comment on allait la construire, cette image, nous. Mais ensuite, l'image était construite par le regard de l'autre. Donc, il y avait quelque chose qui devenait, là encore, inséparable. C'est-à-dire, ce sont des images qu'on a construites à deux, quoi. Mais attention, je n'incarne pas un fantasme de Maria de la même manière qu'elle n'incarne pas un fantasme de moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je ne lui dis pas, bon, tu vas te mettre comme ça parce que... non, c'est elle qui décide et c'est moi qui décide. Avec quoi je veux m'associer, avec quels objets. Voilà. J'ai vu 2 ou 3 fois cette même geste de la main que fait Esther Ferrer. Cette geste, non? Ah oui, ah oui. Ça c'était absolument le slogan, enfin le schéma féministe. Et au moment où on fait l'enfant qui a fait des paillettes, on vient de découvrir le mouvement féministe qu'on ne connaissait pas au moment du labyrinthe, quand on a fait du labyrinthe. Mais là, on l'avait découvert, et on l'avait découvert pour de bon. Ça nous avait passionnés. À Paris? Non, on l'a découvert en Italie, en fait. En Italie, à Rome. À Rome, il y avait une rétrospective, une des premières en Europe, du cinéma réalisé par des femmes, Kinomata. Et ça, c'était une expérience extraordinaire. Donc c'est là notre première mise en contact réel avec le féminisme, et ensuite ça a continué évidemment à Paris. Oui. Oui. Donc ça, c'était vraiment Donc, quelle a été votre relation avec les collectifs, avec le mouvement féministe ou les collectifs Avec les collectifs, nous, on ne s'est jamais, disons, intégré dans d'autres collectifs, parce que nous étions déjà un collectif ensemble, mais c'était déjà assez compliqué ce qu'on faisait. Donc c'était, la question ne s'est pas posée comme ça, mais en revanche, on était beaucoup invités par des collectifs, on était invités, je ne sais pas. D'abord, à Rome, il y avait Frédéric Gros, qui était la fondatrice de Musidora, qui était le groupe féministe de cinéma à l'époque à Paris. Et donc, elle a vu Double Labyrinthe, elle nous a invités à Paris, elle l'a vu à Rome, et c'est là qu'on se met en contact vraiment avec les groupes féministes, le premier groupe féministe qu'on contacte. Et après, ça s'enchaîne, quoi. Ça s'enchaîne. On est invité par le Ciné-Club des femmes de Toulouse, souvent par plusieurs Ciné-Clubs de femmes d'ailleurs. Divers groupes sorcières qui publient, d'ailleurs qui ont publié un texte sur l'enfant qui a pissé les paillettes. Et puis d'autres films, Histoire d'elle, qui étaient les revues féministes de l'époque, nous font des entretiens, parlent de nous, Libération avec Marc Sorti, comme j'ai dit, et on circule beaucoup dans les festivals organisés par les femmes, donc
on est là, quoi, de façon, on est présente et on discute beaucoup. On discute beaucoup avec les publics de femmes. Et votre relation avec Aline Dallier? Aline C'est un Dallier. hommage à Alors, Aline Dallier. bien sûr. Alors Aline, on la découvre, nous, avec l'hermaphrodite endormi à la Biennale de Paris. C'est-à-dire quand on fait l'installation de l'hermaphrodite endormi à la Biennale de Paris en 82, et qui nous était proposé par Monique Vaught, qui à l'époque était l'initiatrice d'une nouvelle section à la Biennale, la section voix et son, parce que ça n'existait pas avant à la Biennale. C'est Monique Vaught qui crée cette section voix et son, et qui nous a dit qu'il avait vu les mères au Centre Pompidou avant, où il y avait toute une bande son par nous, et elle nous a dit, voilà, proposez-moi un projet pour la section voix et son de la Biennale de 82. Et là, on a proposé un projet d'installation parce que justement, on voulait aussi, à cette époque-là, sortir de la salle de cinéma. C'est-à-dire, d'abord, on voulait élargir l'image, ensuite, on a voulu entourer le public d'images, comme on l'a fait avec les mères au Centre Pompidou. Et après, l'idée était de sortir, d'aller dans le musée et créer un autre type de relation avec les spectateurs. C'est-à-dire créer quelque chose qui serait là en permanence et qui serait traversé par les spectateurs, qui seraient libres de rester, de partir, de regarder l'œuvre comme ils voulaient. Et c'est comme ça qu'on conçoit l'installation de... C'est un environnement de projection de l'hermaphrodite endormi à la Biennale de 82, qui était le premier environnement de projection qui était réalisé en France. Et qui évidemment mobilise des milliers de questions sur tous les plans. Et ça se fait avec une partie sonore très importante, puisqu'on crée une bande son qui va être au centre de l'œuvre, une bande son d'à peu près une heure, et que nous avons créé avec des moyens extraordinaires qui nous ont été donnés à Radio France, puisqu'on a fait, je ne sais plus, des 150 heures de mixage, je pense, ils nous ont donné pour cette bande-son. Et en même temps, on a travaillé aussi à l'ECAM, on a travaillé au studio son du Centre Pompidou. Disons qu'on a travaillé dans les meilleurs lieux sur Paris pour le son. Et on a créé cette bande-son. Et là, il y a Hélène Basse qui performait live, parce qu'il y avait, dans le son, il y avait la présence d'une sarabande de la suite numéro 4. Non, c'était pas ça. Soit un, soit... Enfin bon, je ne me souviens pas. De Bach pour violoncelle seul. Et Hélène intervenait. Oui, tu vois, tu me fais tout. C'est pareil. Donc, intervenait à deux moments, c'était ou un à quart moment d'heure par heure, je crois, non? 2 fois par jour, tu intervenais? Non, un quart d'heure toutes les heures. C'est mon souvenir, mais je ne sais pas. Mon souvenir, c'était que tu intervenais 2 fois par jour. Enfin, bon, peut-être que tu as raison. Voilà, vous avez entendu 2 versions de la même chose. À vous de choisir. Donc, en improvisant sur la bande son, sur la sarabande qui passait par les haut-parleurs. Voilà. Et donc, c'était la partie live. On a gardé quand même une partie live. Et puis, il y avait des éléments vivants là-dedans, puisqu'il y avait aussi des fleurs, des roses qui étaient sur un écran. On avait mis des écrans par terre, sur tous les murs, et des roses fraîches, vraies roses, donc il y avait aussi l'odeur de la rose, puisque l'hermaphrodite en alchimie est lié avec la rose. Et les roses roses sont des roses hermaphrodites. Voilà. Puisqu'elles mêlent le masculin et le féminin, le rouge et le blanc. Voilà. Je sais pas, tu m'as demandé autre chose et j'ai répondu autre chose. Ah, mais c'était sur la relation avec Et Aline Dallier. là, justement, apparaît Aline Dallier. Entre en scène Aline Dallier, qui a beaucoup apprécié cette installation. C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. Et on a découvert qu'elle avait déjà vu L'enfant qui aimait des paillettes, ça c'est certain. Après, elle a vu aussi Rolando, au Centre Pompidou également.
Et je ne sais pas pour Double Labyrinthe, je n'ai pas de souvenir précis. Et pour les autres performances de la tétralogie. Et là, on discute avec Aline. Et un peu plus tard, à la radio, il est question, on faisait des ateliers de création radiophonique à l'époque, pour les personnes qui avaient suivi un peu le travail sonore expérimental qui se faisait à Radio France à l'époque, qui ne se fait plus depuis longtemps. Et c'était grâce à René Farabet, qui était le délégué à l'Instruta, enfin de grandes figures comme ça, qui ne sont plus là. Et donc, Monique Vaught nous avait proposé de rencontrer René Farabet et de lui proposer un projet d'atelier de création radiophonique. Et c'est comme ça qu'on est entré à la radio et qu'on est devenue productrice pour l'atelier de création radiophonique. Et je pense que c'était le deuxième atelier qu'on faisait où on a voulu passer les bandes son de L'Hermaphrodite endormi d'une part et de Orlando, qu'on avait fait donc pour la performance au Centre Pompidou, et en même temps interviewer des personnes qui avaient assisté à l'installation, surtout l'installation de L'Hermaphrodite endormi, qui était absolument éphémère. La performance, on l'a reprise, mais l'installation, c'était un événement éphémère. Et comme la question de l'éphémère nous préoccupait beaucoup, on disait voilà, on fait ces choses très complexes et qui disparaissent. Et on a voulu garder une trace par des interviews avec des spectateurs un peu privilégiés, c'était souvent des critiques d'art. Et on leur a demandé de nous parler de ce qui, je pense que c'était un an plus tard qu'on a fait les entretiens, ce qui était resté dans leur mémoire. Parce que nous avions toujours l'idée que le meilleur endroit de conservation des œuvres éphémères, c'est la mémoire de ceux qui en ont fait l'expérience. Tout le reste, c'est partiel. Mais là, la trace que peut garder la mémoire est très importante. Voilà, et comme ça, on a interviewé Aline Dallier, on a demandé à Aline de venir, on a interviewé Gilbert Lascaux, Marie-Josée Monzin, qui d'autre, et Monique Vaught, qui était était partie prenante de cette expérience, et grâce à elle que ça a existé. Et on a intégré ça comme une sorte de documentaire radiophonique, mais quand même très libre, avec aussi une discussion autour de la question de l'hermaphrodite. On a interviewé des psychanalystes, on a des tas de gens. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a rencontré Aline et qu'on a discuté pas mal avec elle. Voilà. Et je suis curieuse, comme dans le cadre de cette exposition, j'expose ces deux photographies. Est-ce que dans votre parcours ensemble, est-ce que vous avez régulièrement exposé des photos? Vous avez été invité à participer à des expositions de photos? Oui. Et est-ce que vous considériez comme des photographes en plus de cinéastes Oui. Écoute, ça a commencé très vite. C'est-à-dire, c'est déjà en 77, quand L'Enfant qui a pissé des paillettes a circulé comme ça, il y a un commissaire, un chercheur qui s'appelle Ciro Bruni. Je ne sais pas les gens qui s'occupent de photographie aussi, ici. Il était une figure très importante à cette époque d'une photographie qui n'était pas la photographie qui vient du reportage, quoi. Bon. Et qui à l'époque, la photographie dite plasticienne et tout ça, n'était pas encore, ça n'existait pas, où on lui faisait la guerre, c'est-à-dire il fallait, les normes photographiques, les normes étaient très fortes encore en cette fin des années 70. Donc il y avait je ne sais pas, Cartier-Bresson, enfin, il fallait être dans cette lignée-là. Et sinon, les autres, c'était des hérétiques, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes qui ne faisaient pas ce type de photographie. Ciro Bruni avait un esprit très ouvert, et il avait fait un colloque, organisé un colloque qui a laissé une belle trace, d'ailleurs, qui est publiée. Et là, il a approché des gens qui venaient du cinéma expérimental, de plusieurs côtés, et il a fait une exposition, il a organisé une exposition.
et il est venu nous demander d'exposer quelque chose. Bon. Alors là, nous, on n'avait jamais évidemment exposé avant, et on a créé une pièce, on a dit, bon, on a une idée, il faut le faire, qui s'appelle Tri-Expand Double Exposure. C'est-à-dire, c'est une pièce photographique, c'est-à-dire adressée à la photographie sur papier, parce que lui, il voulait du papier, et nous, on faisait de la photographie projetée, et qui est en noir et blanc. Ça c'est de cette série-là. Voilà, j'ai quelque chose sous la main. Cette photo qui est un peu notre signature, et où on se filme l'une l'autre, on se filme ensemble, on se photographie, excusez-moi, et on le fait avec les instruments techniques de notre travail en Super 8. Voilà. Donc là, vous avez une photo où Maria a une lampe simplement dans la bouche. Elle a aussi des morceaux de pellicule Super 8 sur ses lunettes. Mais il y a d'autres photos où on tient des projecteurs, on tient des caméras, on tient des bobines, etc. C'est une séquence. C'est une photo tirée d'un film ou c'est une photographie? Photographie. Et c'est un projet photographique, sûrement. Donc, et on a exposé une série de ces photos à l'exposition de Ciro Bruni. Bon. Ça s'est passé, voilà, c'était fini, mais nous, ça nous plaisait, cette histoire-là, c'est-à-dire la photo noir et blanc, parce que c'est une autre esthétique complètement de celle, c'est un saut comme ça, plastique, de cet environnement esthétique-là et de celui-là. Et ensuite, nous avons retravaillé en noir et blanc en photo. Avec Orlando, par exemple, il y a une partie photographique, et justement, il y avait aussi une œuvre photographique à partir des photos de la performance, qui a été exposée aux immatériaux, au centre de Pompidou, une frise photographique. Et c'est ensuite avec le cycle de l'ange que la photographie devient importante et on commence à exposer des photographies. Mais là encore, tout de suite, ça vire vers l'installation et on expose des grands formats photographiques, des photos de grand format, qu'on éclaire avec des éclairages, par exemple avec des lumières noires ou en bleu, en créant un aspect nocturne et en essayant de dématérialiser la photographie, parce que nous, on aimait les images immatérielles, quoi, beaucoup. Et donc, on a fait pas mal d'expositions avec ces photographies-là, et puis on a commencé à nous inviter, on a exposé chez Dongui, des séries photographiques, hein, mais toujours étranges, hein, c'était jamais de la photographie mainstream. Ouais. Voilà. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous avez une idée, une perspective, ou c'est très intuitif à partir de matériaux que vous avez dans le studio, c'est-à-dire, ou pour le dire autrement, est-ce qu'il y aurait un titre qui serait une clé d'interprétation de la photographie, ou c'est très ouvert en fait, à la fois pour vous et pour le spectateur? Oui, c'est très ouvert, c'est improvisé. À la fois, nous improvisons parce que c'est en quelque sorte des performances photographiées, d'accord? Et donc, nous improvisons, la personne qui fait la performance l'improvise, d'accord? Et celle qui photographie improvise aussi. Donc, c'est une jonction de deux processus intuitifs, si vous voulez, mais qui quand même sont contenus dans une vision d'ensemble, dans une construction d'ensemble qui, elle, est pensée. Vous voyez, il y a ça qui se passe. Il y a les deux processus qui sont là simultanément. Oui. J'ai répondu. Oui, merci beaucoup. Okay. Moi, je suis frappé, tu dis que vous aimiez la photographie immatérielle. Oui. Je suis frappé en même temps par le côté très tactile de ces photographies. Absolument. Et ce qui m'interroge, c'est bon, votre proximité, donc de deux regards et regardés, de deux personnes dans le studio. Et on sent une grande proximité. Et ensuite, au montage, il y a ces superpositions. Alors, parfois on a l'impression que
Oui, c'est presque des superpositions physiques, mais c'est au montage. Elles sont ensuite. physiques, elles sont pas faites au montage. Non. Il n'y a rien au montage parce qu'il y a quand même des Attends, transparences. le montage, c'est le montage des diapositives après. Mais tu Non, parles mais pas de ça. sur chaque diapositive. Sur chaque diapositive. Non, non. Il n'y a pas de montage. Non, il n'y a pas de montage. Ah, d'accord. C'est en photographiant que ça se fait, qu'on l'a fait, Dans le vif. dans Voilà. le vif. Dans le vif. Et en travaillant un peu aussi sur l'aléatoire. Ouais. Oui. D'accord. Superposition, une caméra. Comment? Une superposition, une caméra. Exactement. Une caméra, c'est-à-dire Exactement. C'est-à-dire la superposition est faite dans l'appareil photographique. Ah, d'accord. Oui, elle n'est pas faite a posteriori. D'accord, mais je sais pas. Chose encore improvisée, risquée, quel type d'image on va obtenir. Parce que, Parce que là, par exemple, dans ces images, les superpositions sont faites dans le vif. oui, oui, sur le film directement. Oui. C'est de la mise en scène, mais c'est pas du montage. Alors, écoutez, il y a plusieurs choses. D'accord. Alors, évidemment, il y a notre mise en scène à nous, on se met en scène, d'accord. Oui, Mais là, la moi, mise en évidemment, scène. ces rubans qui arrivent sur moi, Ouais. ils n'étaient pas dans la pièce, d'accord. Je veux dire, ils n'étaient pas suspendus sur moi. Ouais. C'est-à-dire, ils sont photographiés sur moi. Ouais. Il y a deux prises de vue sur une seule Sur photo. une seule, Ah, d'accord. seule négative. Voilà. D'accord. Voilà, il y a le corps et il y a les objets qui sont superposés. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire par un retour sur la pellicule. Mhm. Donc deux D'accord. prises de vue pour la même Je caméra. l'appelle dans la caméra. Oui. Oui, c'est ça. C'est fait dans l'appareil. Dans Ok. l'appareil, oui. Ça, c'est une technique que j'aimais énormément parce que ça, c'est surprenant quoi, ce qu'on peut faire. Parfois, on faisait des petits scripts. Des petits scripts. Du genre, je me souviens sur une autre pièce, je ne pense pas qu'on l'a fait pour l'enfant qui a les paillettes, mais pour Arteria Magna, on a des scripts où on écrit Maria, image 1, telle chose avec un petit dessin, telle chose, et puis donc ça nous donne une sorte de guide, qu'est-ce qu'on va surimprimer dessus un peu. Mais quand même, c'est pas calculé comme ça. C'est l'aléatoire est très intéressant parce que ça dépasse ce qu'on aurait pu prévoir. Quoi. Oui, c'est impossible de complètement maîtriser la surimpression. Non, non. C'est Exactement. cette part d'aléatoire. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Une fragilité aussi. Exactement. Et nous, on aime la fragilité. Hein. C'est presque comme la cuisson de la céramique, on ne sait pas ce qui va en sortir. Moi, j'aurais éventuellement une question sur un objet récurrent dans la troisième partie qu'on a vu, qui n'a rien de symbolique à mon sens. Alors, est-ce que ces fameux ciseaux, Ah, psychanalytique, Alors ça, politique, je ou vais bien est-ce vous- que le crime était-il parfait? je vais vous lire la réponse de Maria à Martin Storti, justement sur les ciseaux. Alors, Martin Storti lui dit les ciseaux, ça c'est Martin Storti qui parle, c'est aussi la castration. Mhm. Et Maria qui répond pour moi, ce n'est pas du tout le problème. Je détourne un objet social qui m'a été donné pour coudre, les femmes cousent, et ça devient une arme pour montrer l'agression que je subis et pour lutter contre elle. C'est l'image de la révolte des femmes et pas du tout la castration. Je ne commets pas une action violente, les ciseaux sont ma menace. Castrer les hommes ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est que tout en gardant leur intégrité sexuelle, ils l'assument autrement. Voilà. Donc c'est clair. C'est un Hitchcock qui ne serait pas aussi névrosé. Hitchcock, c'est une autre affaire. C'est un monsieur dominateur masculin. Nous, on était complètement en dehors de ça, de façon curieuse. On était allergique, en fait, à la domination masculine. Tous les systèmes, le théâtre, les arts plastiques, le cinéma, il y avait cette domination masculine qui était terrible.
Et comme nous, on ne supportait pas du tout dès le départ, eh ben, il fallait aller ailleurs, rayer d'autres chemins. C'est intéressant ce que Marie a dit à propos des ciseaux, parce que moi ça m'a fait penser au positionnement d'un certain nombre des artistes qui sont présentés dans l'exposition. Cette idée de réappropriation des objets de l'oppression, Oui. et là tout particulièrement avec ces ciseaux, parce que Maria fait référence à la couture, et que Oui. la question de la couture est extrêmement Oui. importante Oui. pour beaucoup des artistes qui sont là, pour Aline Daly, etc. Donc c'est intéressant effectivement, surtout qu'il est brandi comme une arme sur les photographies, donc on l'imagine castrateur, alors que c'est plutôt Ouais. cette idée de réappropriation Oui, des mais il y a techniques tout. de femmes. Tout à fait, oui. Il y a tout ça en même temps, bien sûr. Bien sûr. Et le fil rouge. Et le fil rouge, le fil d'Ariane déjà, qui est dans Double Labyrinthe et qui revient dans L'enfant qui a pissé les paillettes, oui. Mais ici, dans le public, nous avons quelques spectatrices privilégiées. Je pense à toi, Catherine, ne regarde pas ailleurs. Parce que Catherine a vu L'enfant qui a pissé les paillettes au Centre Pompidou à notre rétrospective en 1980. Oui, je pense. Oui. Voilà. Voilà. Et puis, il y a pas mal, il y a peut-être 4 ou 5 personnes qui l'ont vu au collectif Jeune Cinéma, donc au Festival des cinémas différents en octobre dernier. Et là, c'était une reconstitution. Je l'ai traduit en numérique, en transférant tout en numérique. 200 diapositives transférées en numérique. Et quand je dis transférer, je veux dire transférer, étalonner, restaurer, tout. Voilà. Et puis c'était intéressant comme défi parce que c'était une performance. Donc dans cette performance, les textes par exemple qui étaient dits moitié par Maria, moitié par moi. On était présentes toutes les deux. L'une manipulait les diapos, l'autre le Super 8. On contrôlait le métronome, on l'arrêtait, etc. Tout ça se faisait à deux. Et ce live était très important, très important, et les risques, enfin. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que je ne voulais pas niveler le film, en faire un film vraiment. Je voulais garder des éléments performatifs dans cette histoire. Et ce que j'ai fait, c'est que pour des raisons techniques, j'étais obligée d'enregistrer certains des textes. Donc une partie des textes, je l'ai enregistrée et intégrée donc, dans les images, mais une autre partie, je les ai dit live par micro, et j'ai eu une idée qui était une idée comme ça de Requiem pour le projecteur, parce que j'ai aussi intégré dans la projection un projecteur Super 8 dans lequel je passais la copie du film de L'enfant qui a pissé des paillettes, mais sans image, noir. Je voulais qu'il y ait le bruit du projecteur Super 8 et cette espèce d'existence fantôme du projecteur me plaisait beaucoup, me plaisait énormément, même si tout le monde ne s'est pas aperçu qu'il y avait un projecteur là-bas, parce que la salle était faite comme ça, donc j'étais au fond de la salle, donc les gens qui étaient assis devant ne voyaient pas forcément. Il y en a qui ne s'en sont pas aperçus, et d'autres pas. Mais voilà, donc j'ai gardé, si vous voulez, ces petits éléments-là, ces touches-là, pour garder quelque chose de la performance. Et la voix de Maria, non, tu voulais... La voix de Maria, non. Non. La voix de Maria, non, parce qu'on n'a jamais enregistré Ah oui. ces textes avant. Non. Non. Le jeu de paume, tu l'avais montré l'enfant ou pas? Où? Au jeu de paume. Non. Non, Ah, c'est non. ça. Chez Dongui, on avait montré, à la galerie Dongui, à la rétrospective Dongui. D'accord. On l'avait montré, c'était la dernière fois. Parce qu'après, on ne trouvait plus les projecteurs qu'on voulait, c'était fini. Et donc, on a arrêté de le montrer, oui.
que la technologie avec laquelle ça a été conçu était caduque, elle avait disparu. Bon, bonjour. Alors, est-ce que la discussion serait terminée? D'autres remarques ou questions On peut aussi la continuer autour d'un verre. Oui, on peut arrêter, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous pouvez feuilleter des choses. Ça, c'est une sorte de dossier de presse de l'enfant qui faisait les baguettes.